OGM, on prend un gène, on le remplace par un autre. OK, mais c'est encore. Mais finalement, les OGM, est-ce que c'est ça la clé pour nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050? C'est bon. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a des plantes non transgéniques et des plantes transgéniques. Ο πληθυσμός της Γης φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια. Κάθε χρόνο αυξάνεται κατά 80 εκατομμύρια παγκοσμίως. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το 2050 θα κατοικούν στον πλανήτη μας από 8,3 έως 10,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πώς θα τραφούν 2 δισεκατομμύρια επιπλέον στόματα σε έναν πλανήτη όπου το 80% των αρρώσιμων εδαφών ήδη καλλιεργούνται, σε έναν πλανήτη του οποίου το κλίμα καταστρέψαμε? Κάθε χρόνο η υπερθέρμανση προξενεί τυφώνες, πλημμύρες και ξηρασίες που αφανίζουν τις οδιές. Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής, παρά το ταλαιπωρημένο κλίμα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των κοινωνιών μας στις προσεχείς δεκαετίες. Ένα πρόβλημα που τονίζουν οι επιστήμονες της αγρονομίας παντού στον πλανήτη και ειδικά στο Βιετνάμ, μια από τις πιο παραγωγικές σε ρύζι χώρες στον κόσμο. Στα βόρεια της χώρας, σε 100 χιλιόμετρα νοτίως του Ανόη, θα συναντήσουμε τη Μαρί Πιέρ και την Εμιλή. Το Dinh Binh είναι η είσοδος του κόλπου του Αλόγκ. Εδώ, βουνοκορφές από ασβεστόλιθο υψώνονται σαν τοτέμ και δεσπόζουν πάνω από τον πράσινο πνεύμονα του Βιετνάμ. Τους οριζόνες. Hey, c'est quoi ça? C'est un oiseau? Un ibis, genre? Ah, c'est une chèvre! Une chèvre. C'est pas super exotique, mais avec beau ce dans le décor-là, décor, ouais. C'est magnifique. Donc la chèvre est mise en valeur. Comment on dit chèvre en vietnamien? Con dê. Con dê. Con dê. Con dê. Ouais, comment c'est beau. Écoute, on dirait une carte postale, quoi. On navigue au milieu du riz et des roseaux. C'est incroyable. Ouais, en fait, ils ont récolté déjà le riz. Je pense que si tu viens là en mai, c'est la pleine saison. Et ici, c'est complètement vert, avec toutes les rizières. Ça doit être encore plus beau. Oui, ça doit être encore plus beau. Comme si c'est incroyable. Ça se pouvait. Mais des rizières, on va en revoir, on en verra plein au Vietnam. C'est le pays du riz, c'est le 5e producteur de riz au monde. Du coup, c'est un acteur stratégique sur la planète parce que la majeure partie des calories qui sont consommées par les êtres humains, par nous, elles proviennent des céréales. Donc le riz, mais aussi le blé, et puis le maïs, bien sûr. Et la principale, c'est le riz. C'est la céréale la plus consommée dans le monde entier. Mais le Vietnam, comme plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, est particulièrement touché par les effets du réchauffement climatique. Puis le riz en souffre. Oui, parce que les épisodes de sécheresse ruinent les récoltes en les asséchant. Et puis, au fur et à mesure que le niveau des mers va s'élever, ces mêmes récoltes vont souffrir d'un fort excès de sel. Oui, puis a priori, de la sécheresse et du sel, c'est pas très compatible avec un riz épanoui et en santé, disons. Non. Heureusement, il y a des chercheurs en agronomie qui travaillent d'arrache-pied pour produire un riz plus résistant. Et c'est peut-être une des clés pour nourrir 9 milliards de terriens en 2050. On va aller voir ça de plus près. Αυτή η χώρα των 90 εκατομμυρίων κατοίκων έζησε τα τελευταία χρόνια πολλές περιόδους ξηρασίας. Υπήρξαν φορές που οι οριζόνες έδωσαν 40% λιγότερο ρύζι με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή περιορισμοί στα τρόφιμα. Στο δέλτα του Μεκόγκ, όπου παράγεται η μισή παραγωγή του ρυζιού της χώρας, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας φέρνει αλμυρό νερό στην ενδοχώρα. Αυτή η αλμύρα βλάπτει τις φυτείες του ρυζιού και μειώνει σταδιακά την απόδοσή τους. Όλες αυτές οι ανισορροπίες σήμαναν συναγερμό στους αγρονόμους της χώρας. How much does climate change impact agriculture here in Vietnam?
You know that Vietnam is one of the most impacted countries. We have a very long coastal area, and the climate change causes sea level rise. And all our rice production area is a lowland area. Sea level rise will cause salinity intrusion and flooding. And the climate change also causes the changing of the rain pattern. More rain in the rainy season, more dry in the drought season. It's ironic to talk about global warming because it's so hot here. But what's also ironic is that agriculture is partly responsible for global warming, isn't it? Yeah, definitely. Agriculture is a significant part for climate change. Rice production, for example, contribute to quite a significant part for green gas emission, methane, a lot of methane. But rice in Vietnam is not growth. Rice is life. Without rice, no life. So that's why also rice contributing to climate change. But we cannot reduce rice production. We have to work on inventing new technology. That's why we need the science and technology. And we hope very much on biotechnology for rice breeding to overcome all the challenges of the to meet with climate change. Για να συνεχιστεί η σύντηση ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού, οι Βιετναμέζοι πειραματίζονται με τους οριζόνες. Εδώ, κοντά στο Haiphong, προσπαθούν να παραγάγουν ένα ρύζι πιο ανθεκτικό στη ζέστη και την αλμύρα. So what kind of rice are you searching for to resist this stress? We are scientists. Expect to identify, to find the new rice varieties able to maintain even under drought conditions. Mais c'est quoi les caractéristiques que vous recherchez chez un plant de riz particulièrement costaud? We are looking for the plant with good root system structure, with good root water transport, and of course with perfect panicle architecture. Okay, because a good root system helps the plant to maintain the water. Yes, as you know that root system is very important to take water and nutrients from the soil. So if the plant has a good root system, it can survive well in stress conditions and can give a good yield in the future. Η χώρα διαθέτει πάνω από 100 ποικιλίες ρυζιού. Στον Οριζόνα, όπου πειραματίζεται η καθηγήτρια Oang, επέλεξαν και φύτεψαν πολλά διαφορετικά είδη για να εντοπίσουν τα πιο ανθεκτικά. So you can see the lament of this each plot here. It occupies 1 square meter for each variety. In fact, for this area where you are standing here, we would like to have drought right now. And how can you make drought? We protect this area by the border. If you look surround here, you can see the border to protect the water coming in. Okay. And the area here is much higher than other area of planting. So when we make drought, the water easy to get out. Yeah. And of course, in this weather, it's rainy, but in some days it will be very dry. Very dry. Because the dry season come. So this area will be stressed by drought. Now what do you have to do? Do you need to collect every species here and then bring it to the lab? After next week, we plan to take many people to come here to first we will measure the plant height. Of course, we can take data here, but we harvest pelican to analyze in the laboratory.
Yeah, stop Here? Okay. T'es trop loin. Our purpose here is we would like to combine to see the capacity to maintain yen under drought condition in relation to root structure. So we have to analyze root system of all the varieties study. We take the plant out. Wow. It's very big. Il y a beaucoup de terre. C'est bon? Yeah. Wow. Is that a lot of... A lot, yeah. It's good here. You know, from the beginning, we just planted only one tiller, one plant, and it can produce so many tillers. And the number of corn root here correlate with the number of tillers. Donc ça, c'est un plan de riz avec un bon système racinaire. Il est costaud. Yes. Un bon plan de riz pour nourrir la planète demain. Il y a probablement des bons gènes. Ouais. Du riz gluant, du riz collant, des nouilles de riz. Il n'y a pas à dire. On en mange du riz. Bah, c'est le pays du riz. D'ailleurs, manger se dit ăn cơm, qui veut dire littéralement manger du riz. Puis il y a cette expression vietnamienne qui dit pour faire la guerre, il faut du riz. Pour faire la paix, eh ben, faut aussi du riz. Il y a des millions de personnes au Vietnam qui mangent du riz. Il y a des milliards de personnes dans le monde. La culture de riz, c'est capital. Oui, puis pour rendre le riz plus résistant aux intempéries liées au changement climatique, on peut soit organiser des compétitions en rizière, comme on l'a vu, puis sélectionner les plus coriaces. Mais on peut aussi vraiment aller au cœur des chromosomes du riz pour manipuler ses gènes. Wow. C'est bon? Οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές επιταχύνουν τον ρυθμό. Το Βιετνάμ εξελίσσεται με μεγάλες δρασκελιές. Και αν τα ποδήλατα αντικαταστάθηκαν πολύ γρήγορα από τα μηχανάκια, οδηγώντας την πρωτεύουσα σε ασφυξία, από την αρχαιότητα στην καλλιέργεια του ρυζιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο σύγχρονα και πιο επιστημονικά μέσα για να εντατικοποιηθεί. Pour faire un OGM, un gène, on le remplace par un autre, mais encore. Oui, il se passe quoi en laboratoire? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Comment ils découpent les gènes? Comment ils le remplacent par un autre? Ça se passe comment concrètement? On va aller voir ça? Ouais, de plus près. Η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ πηγαίνουν στο Γενετικό Ινστιτούτο Αγρονομίας του Ανόη, όπου επεξεργάζονται γενετικά τροποποιημένα φυτά ρυζιού. Για να κατασκευάσουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, οι επιστήμονες προχωρούν σταδιακά, χάρη σε πολλούς μεσολαβητές. Πρώτο στάδιο, τα πλασμίδια. Πρόκειται για έλικες DNA που κατασκευάζονται εργαστηριακά. Οι επιστήμονες τοποθετούν το επιθυμητό γονίδιο, παραδείγματος χάριν το ανθεκτικό στην ξηρασία που ονομάζεται υδατοπορίνη, σε μια περιοχή του πλασμιδίου. Έπειτα τοποθετούν τα πλασμίδια μαζί με έναν άλλον μεσολαβητή, τα αγροβακτήρια. Πρόκειται για βακτήρια που υπάρχουν στο χώμα. Με ηλεκτρικές μικροδονήσεις ανοίγουν τρύπες στη μεμβράνη των βακτηρίων, κάτι που αφήνει τα πλασμίδια να περάσουν στο εσωτερικό. Τώρα πλέον, τα αγροβακτήρια εμπεριέχουν το πλασμίδιο που φέρει το ανθεκτικό στην ξηρασία γονίδιο. Έπειτα τοποθετούν τα κύτταρα του φυτού του ρυζιού μαζί με τα αγροβακτήρια που τα μολύνουν. Μέσω αυτής της επιμόλυνσης γίνονται οργανισμοί γενετικά τροποποιημένοι που φέρουν μέσα στο DNA τους ένα καινούριο γονίδιο. Look here. Okay. Oh. This is our result. Ça, c'est le résultat. Some rice plants are white, some others are black, some even have old germ. What happened? You know that there's no way to have old cells to transform modified genes. So we should select the transformed cells. Για να μπορέσουν να επιλέξουν μόνο τα κύτταρα που τροποποιήθηκαν γενετικά, πρέπει να τοποθετήσουν κι άλλο ένα γονίδιο, εκτός από το ανθεκτικό στην ξηρασία. Ένα γονίδιο ανθεκτικό στα αντιβιωτικά. Αν στην πορεία φέρουν τα κύτταρα σε επαφή με ένα αντιβιωτικό, θα επιβιώσουν μόνο όσα έλαβαν το ανθεκτικό γονίδιο.
Donc en plus du gène modifié qui nous intéresse, l'aquaporine, vous avez aussi introduit un gène de résistance aux antibiotiques afin de pouvoir sélectionner les cellules qui ont bel et bien été modifiées. Comment ça marche? The transform genes can survive in the media supplemented antibiotics. Untransformed cells cannot alive in this media when we die and become dark. The alive cells and then when they regenerate and produce the new plants. Donc, l'antibiotique tue les cellules qui n'ont pas été génétiquement modifiées. Ça vous permet d'identifier les autres, celles qui sont génétiquement modifiées, qui vous intéressent et avec lesquelles vous allez pouvoir poursuivre vos expériences. C'est ça? Yes, exactly, because the survived cells contain modified genes. Donc ça, c'est nos petits plants génétiquement modifiés en devenir. Σε αυτό το ίδιο Ινστιτούτο, οι δύο δημοσιογράφοι μας θα συναντήσουν έναν Γάλλο επιστήμονα που κάνει πειράματα για την ξηρότητα των φυτών του ρυζιού, κάποια εκ των οποίων τροποποιήθηκαν γενετικά με το γονίδιο της υδατοπορίνης. Bonjour. Bonjour, Doan. Ça va? Bien? Bonjour Doan, ça va? Bonjour, ça va? Oui. Bon, ben on y va, hein, si Allez, vous voulez. on va voir dans notre house. Voilà, donc effectivement, sur notre gauche, on a des plantes qui sont bien arrosées. Oui. Voilà. Et sur notre droite, on a des plantes qui ne sont plus arrosées depuis à peu près 2 semaines. Voilà. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette expérience, c'est qu'on a des plantes non transgéniques et des plantes transgéniques. Alors, les plantes transgéniques, ici, on a intégré dans leur génome un gène d'aquaporine, des canaux à eau, qui, on l'espère, va leur permettre de mieux tolérer la sécheresse. Οι υδατοπορίνες ανακαλύφθηκαν το 1992 και είναι πρωτεΐνες που επιτρέπουν στο νερό να διαπερνά μια μεμβράνη από άκρο εις άκρον. Οι υδατοπορίνες βοηθούν το νερό να κυκλοφορεί από το έδαφος μέσα στο φυτό. Σε περίπτωση ξηρασίας, το φυτό κινδυνεύει να ξεραθεί. Οι υδατοπορίνες πρέπει να επιτρέψουν στα τροποποιημένα φυτά να απορροφούν το νερό με τον καλύτερο τρόπο όταν η ξηρασία γίνεται αισθητή. Par exemple, celle-ci, là, c'est une plante qui a été génétiquement modifiée. D'accord ? C'est pour ça qu'il s'appelle L1940. C'est son petit nom. Et surtout, vous pouvez constater que le fait de ne plus les arroser pendant 15 jours, le sol est complètement sec. Hein, vous voyez, le sol s'est même détaché du pot. Et il est vraiment très très dur, c'est du béton, hein, effectivement. Alors qu'à côté, là où les plantes qui sont bien arrosées, bon, effectivement, c'est de la boue. Si on regarde le sol, c'est évident, il y a des plants qui ont été arrosés, d'autres non. Mais quand on regarde les plants, la différence saute pas aux yeux. Oui, c'est tout à fait vrai, Marie-Pierre. Pour un non-spécialiste, on ne verrait pas trop la différence. Mais quand même, si on regarde un peu plus près, on peut remarquer que, vous voyez, cette feuille-là, elle est un peu plus jaune-vert. Hein. Vert clair, on va dire. Voilà, vert clair. Par contre, vous avez à côté, là, une plante qui est bien arrosée. Et avec les yeux de la foi de bons scientifiques, on pourrait dire, bon, il y a beaucoup moins de taches jaunes. Elle est zen, celle-là. Elle est plus belle. Voilà. Donc, on a déjà ici un début de stress des plantes. Donc là, on est en train d'analyser en fait la sécheresse modérée. Donc on a appliqué une sécheresse pendant 15 jours et après on va les réarroser. Mais dans la plante, comment vous allez pouvoir voir la différence? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au laboratoire pour pouvoir analyser un peu plus en profondeur ces plantes. Et donc, en fait, il y a 2 très bons indicateurs qui nous permettent de déterminer s'il y a une différence entre les plantes transgéniques et les plantes non transgéniques. Donc, le premier, c'est la production de radicaux libres. Et le deuxième, c'est la teneur en chlorophylle. Ouais. Οι επιστήμονες θέλουν έτσι να καθυστερήσουν την αντίδραση στη λειψιδρία όσο το δυνατόν περισσότερο για να συντηρήσουν τις οδιές μέχρι να ξαναέλθει το νερό. Elles sont bien arrosées nos plantes. On va les déstresser. Για να επιβιώσουν τα φυτά χρειάζονται νερό αλλά και ηλιακή ενέργεια. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία παράγεται μια χημική αντίδραση που επιτρέπει στα φυτά να αναπτυχθούν. Είναι η λεγόμενη φωτοσύνθεση. Nous, pour lutter contre la chaleur, on transpire, hein? Mais les plantes, pour lutter contre la chaleur et la sécheresse, est-ce qu'elles ont des stratégies? Alors, une de leurs premières stratégies, c'est d'éviter de perdre leur eau à partir des feuilles. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fermer des pores, ce qu'on appelle des stomates, au niveau de leurs feuilles. Donc, en fermant, en fait, elles évitent que l'eau ne sorte de la plante et aille s'évaporer. Une autre stratégie, c'est au niveau des racines. C'est d'augmenter l'appareil racinaire.
Et Pour aller chercher l'eau en profondeur. Exactement. Et donc pouvoir puiser de l'eau où il se trouve, finalement. Eh bien, si l'eau, elle peut rentrer quand il y a de l'eau dans le sol, elle peut éventuellement sortir par ces petits tuyaux quand le sol est sec. Et donc, une des stratégies de la plante, Fermer les écoutilles. c'est de fermer les écoutilles. Exactement. Et donc, ces aquaporines vont se fermer, empêchant l'eau de sortir de la cellule vers le sol sec. Enfin, la dernière des stratégies, c'est d'augmenter en fait les concentrations en ce qu'on appelle les solutés. Ça peut être des sucres, ça peut être des petites protéines, différents composants de la cellule pour pouvoir retenir l'eau. Parce que le sucre retient l'eau. Exactement. Et si vous le permettez, j'essaye de vous le démontrer. Puisqu'on est en train de prendre le thé, alors là, j'ai amené une petite carafe qui contient de l'eau. Donc je la remplis avec, dans notre petite tasse. Voilà. Okay. J'en mets ici. Et ici, j'ai préparé une solution de sirop. De sirop, de sucre. Hein. Donc, ici, il s'agit du saccharose, qui est très sucré. Et donc, comme vous pouvez le constater, ici, c'est assez dense, c'est assez visqueux hein, quand on le verse. C'est du sirop. Voilà. Et là, maintenant, je vous ai dit, on va préparer du thé. Et là, j'ai amené du thé. Donc, premièrement, je vais prendre du thé, je vais le verser un petit peu. Donc, on est d'accord qu'ici, les feuilles de thé sont sèches. Et là, je le verse dans la solution de sirop. D'accord ? Et là, maintenant, on va touiller, on va attendre à peu près une petite trentaine de minutes. Et dans 30 minutes, vous allez voir le résultat. Révélation. Alors, résultat ? Alors, donc, ça fait une petite demi-heure qu'on a laissé incuber les feuilles de thé dans de l'eau. Et comme vous pouvez le constater, les feuilles de thé ici, dans l'eau, elles sont tout à fait ramollies. Effectivement, elles se sont gorgées d'eau, tout simplement parce que l'eau qui est dans la solution, là, est pénétrée dans les feuilles. D'accord ? Par contre, les feuilles de thé qui se trouvent dans la solution de sirop, eh bien, elles sont restées rabougries et si on les touche, elles restent dures, en fait. Ils sont durs. Voilà. Donc ici, en effet, l'eau qui était dans la solution de sirop n'a pas réussi à pénétrer dans les feuilles, tout simplement parce que le sucre a retenu l'eau à l'extérieur des feuilles. Mais normalement, le sucre, il est dans la plante et c'est comme ça qu'elle réussit à retenir son eau. C'est effectivement ça. Donc, par analogie, les plantes, elles vont augmenter leur concentration en sucre à l'intérieur de leurs cellules, vont retenir l'eau qui se trouve dans ces cellules et ça va permettre donc à l'eau de ne pas sortir de la cellule dans le sol. C'est exactement ça. Les sucres, c'est un peu les gardiens de l'eau dans la plante, en fait. Tout à fait, exactement comme une sorte d'éponge qui va retenir l'eau, empêchant l'eau de sortir de l'éponge. Vive le sucre! Dans cette feuille-là, comme dans toutes les feuilles, il y a un système très ingénieux qui permet à la plante de transformer la lumière du soleil en nourriture. Et pour ça, elle a besoin de 3 ingrédients de base, de l'eau, des sels minéraux et du gaz carbonique, le CO2, en plus de l'énergie du soleil. Ouais. Les rayons du soleil, eux, ils arrivent à la verticale sur la plante. C'est d'ailleurs pour ça que les feuilles sont placées à l'horizontale. C'est des capteurs solaires, en fait. Dans un arbre, il y a des centaines d'hectares de capteurs solaires comme ça. C'est fou. Et puis, si on retourne la feuille, et si on avait un microscope, on verrait plein de petits trous. Petits trous par lesquels la plante capte le CO2 de l'atmosphère. L'eau et les sels minéraux, elle les capte par les racines et qui remontent vers la tige. Ouais. Oui, puis tu as peut-être remarqué, Émilie, hein, toutes les plantes sont vertes. Non! Oui, je te jure. C'est parce qu'elles contiennent un pigment, la chlorophylle, qui leur permet de briser le CO2 pour en faire du C, du carbone et de l'O2, de l'oxygène. Et puis ce qui est fou, c'est que O2, l'oxygène qu'on respire, c'est en fait le déchet de la réaction chimique de la photosynthèse. Avec le C, le carbone, la plante le combine à l'eau et aux sels minéraux qu'elle puise dans le sol pour produire sa nourriture qui va lui permettre de grandir et de se développer. C'est magique la photosynthèse. Hein? Όλα όσα τρώμε έχουν σχέση με τη φωτοσύνθεση. Οι άνθρωποι καταναλώνουν έμεσα την ηλιακή ενέργεια τρώγοντας φυτά και ζώα που κατανάλωσαν αυτά τα φυτά. Από τα φυτά ζούμε.
Η μέτρηση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη ενός φυτού είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για να καταλάβουμε σε τι οφείλει την επιβίωσή του και συνεπώς και τη δική μας επιβίωση. Florent, on a prélevé des feuilles de plants génétiquement modifiés arrosés, de plants génétiquement modifiés non arrosés, de plants non génétiquement modifiés arrosés et non génétiquement modifiés non arrosés. Ces plants-là ont tous quelque chose en commun. Ils contiennent de la chlorophylle, mais est-ce que c'est le seul pigment qu'ils contiennent? Alors, dans les plantes, on a la chlorophylle qui donne la couleur verte aux plantes, et c'est le pigment dominant, mais on a aussi d'autres pigments qui donnent notamment des couleurs jaunes, oranges ou rouges. Et ces pigments-là, comme la chlorophylle est dominante, on ne les voit pas. Mais par exemple, lors d'un stress, par exemple en automne, lorsque la chlorophylle va commencer à disparaître, on va avoir apparition de ces autres pigments qui vont donner la couleur jaune, notamment aux feuilles. Et c'est le même phénomène quand la plante est stressée parce qu'on ne l'arrose pas, le jaune ressort. Exactement, parce que la chlorophylle, c'est l'un des premiers indicateurs de stress chez la plante. OK. Et comme on peut le voir, on a notre plante transgénique non arrosée ici et notre plante non transgénique non arrosée. La couleur est nettement différente. Oui, oui, c'est évident, même à l'œil nu, hein? Oui, même à l'œil nu. En vert foncé, puis ici, c'est tout pâle. Voilà. Donc, le plant qui n'a pas été génétiquement modifié ou non transgénique, c'est la même chose. Et vraiment celui dans lequel on retrouve le moins de chlorophylle, donc celui qui a été le plus stressé. Exactement. Pour moi, là, ça, c'est assez éloquent. Ο Ντοάν έκανε ένα άλλο πείραμα για να αναλύσει την οξύδωση των φυτών που προξενούν οι ελεύθερες ρίζες. Bon, alors moi, Douane, je veux voir le résultat là. Est-ce D'accord. que nos plantes transgéniques ont mieux résisté à la sécheresse? D'accord. Alors, ce que je propose, c'est que je vais les installer pour qu'on puisse bien les voir et bien les comparer. D'accord. Alors, donc ici, tu as le... Non transgénique, non stressé. D'accord. Alors, est-ce que tu aperçois de la coloration brune ou un peu foncée sur ces feuilles-là? Un petit peu... Légèrement, mais pas beaucoup. Voilà, un petit peu en bordure, Oui. effectivement. Et c'est là où ça a été coupé. Exactement. Elles ont été coupées, ça a causé une blessure. Cette blessure a produit des radicaux libres qui ont été révélés grâce au colorant. D'accord. D'accord. Donc Voilà. maintenant, les plants stressés, Alors, les plantes stressées, donc je te donne ici la plante non transgénique, non transgéniques. Ok. qui a été stressée. Donc là, on voit déjà quand même un peu de marron. Beaucoup Effectivement, même. Beaucoup même. hein. Ouais, Toute cette zone-là, effectivement, ça traduit le fait que la plante a été stressée, la feuille a été stressée, et donc ça produit forcément effectivement Oui, des on radicaux voit très libres. clairement là. Oui, oui. Voilà, hein, donc un joli dépôt effectivement Oui. de ce colorant. Et là maintenant, on a la plante transgénique Tadam, suspense alors. qui a été stressée. Bah, d'accord, bah, c'est super clair. Voilà. Là, il n'y a pas du tout de marron. Donc on peut même dire qu'il n'y a pas de différence visible entre les contrôles qui Oui. sont présentés ici en haut Qui sont non stressés. et effectivement la plante transgénique a été stressée. Et puis, il y a une nette différence entre la transgénique stressée et la non transgénique stressée. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Donc effectivement, cette plante transgénique, elle semblerait avoir moins produit de radicaux libres dans ses feuilles. Ah, donc elle semblerait avoir mieux résisté à la sécheresse et à la salinité. C'est une des conclusions vers laquelle on aimerait tendre avec ça, mais on est d'accord, il faut répéter ça. Mais c'est quand même bon signe là, on est bien parti. C'est une bonne indication de l'état effectivement d'absence de Super. stress des plantes transgéniques, effectivement. Bravo. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, εγείρουν όμως και διάφορα ερωτήματα. Mais finalement, les OGM, est-ce que c'est ça la clé pour nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050? Alors, ça peut être une des solutions qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de compagnies et même d'instituts de recherche qui utilisent cette technologie pour rendre les plantes plus tolérantes à la sécheresse, à la salinité. Mais vous savez, Émilie, ça fait depuis maintenant plus de 10 000 ans que l'humanité modifie les génomes des plantes. On donne souvent cet exemple. La théocynthe, qui est l'ancêtre du maïs, ne comportait à l'origine que quelques grains sur son épi. Ah oui. Ces agriculteurs, grâce à des croisements et en sélectionnant les plantes, ils ont réussi à obtenir en fait des épis de maïs maintenant avec plus de 150 voire même 200 grains sur un épi de maïs. Donc cette modification du génome a été réalisée maintenant depuis plus de 10 000 ans par les agriculteurs. hein. Mais si les agriculteurs font ça depuis 10 000 ans, de modifier des génomes par croisement, par sélection, c'est quoi le problème avec les OGM aujourd'hui? La technologie de la transgénèse, pour produire des OGM tels qu'on l'utilise actuellement, introduit non seulement un gène qui apporte un effet bénéfique à la plante, la résistance à la sécheresse, à la tolérance à la salinité, etc., mais elle introduit aussi un deuxième gène qu'on appelle un gène de sélection, qui nous permet de choisir les plantes qui sont réellement transgéniques.
Et ce gène de sélection, ça peut être par exemple un gène de résistance à des antibiotiques ou des résistances à des herbicides. Et donc vous voyez tout de suite le problème au niveau de l'acceptabilité de notre société, c'est que si ces gènes-là, qui sont introduits dans la plante, sont disséminés dans la nature, et je donne l'exemple, cette plante transgénique, elle produit un grain de pollen qui va porter donc le gène de résistance à un antibiotique. Une abeille passe par là, elle va le prendre sur elle et elle va le déposer sur une autre plante qui se trouve dans la nature. Cette plante-là va produire un organisme génétiquement modifié. Et donc on va disséminer finalement la résistance à l'antibiotique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est ça qui est problématique. Mais il n'y a pas d'autre façon de créer un OGM que d'introduire ce gène de résistance? Oui, effectivement. Depuis cette année, en fait, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, qui permettrait justement de nous passer de ces gènes de résistance aux antibiotiques, aux herbicides, etc. Et donc, ça, pour les biotechnologistes, on fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle technologie. Mais avec CRISPR, ça devient presque trop facile de modifier un génome. Alors oui, tout à fait, ça devient presque enfantin. Chez les plantes, on peut l'utiliser, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie peut être aussi utilisée chez les animaux. On pourrait modifier le génome des moustiques, voire même le génome humain. Mais alors, comme vous réagissez, effectivement, ça soulève évidemment d'autres questions au niveau éthique qui ne sont pas pour l'instant réglées. Όμως η παρέμβαση στο γονιδίωμα των φυτών δεν είναι η μόνη λύση για να τραφούν τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπων το 2050. Στο Βιετνάμ, όπως και αλλού στον κόσμο, ορισμένοι ποντάρουν στην εκμετάλλευση πολλών μικρών χωραφιών σε βιολογικές καλλιέργειες. Μία μέθοδος που δεν έχει καμία σχέση με τις εντατικές καλλιέργειες. Loan, en agriculture comme dans plusieurs domaines, on a souvent l'impression que plus gros, c'est forcément mieux, plus efficace. Mais on se trompe peut-être, hein? Tôi nghĩ là trong cái sản xuất hữu cơ so với sản xuất công nghiệp thì nó về năng suất ý, thì nó cũng không thể là khẳng định là thấp hơn được, có thể nó cũng tương đồng. Nhưng sản xuất hữu cơ thì nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cái thứ nhất là lợi ích về môi trường, cái thứ hai là lợi ích về sức khỏe. Và tại sao mà tôi lại nói là sản xuất hữu cơ năng suất tương đồng là vì cái đầu vào cho sản xuất hữu cơ như là nguồn phân bón, nếu mà mình sản xuất đúng quy trình thì nó cũng cải tạo đất rất tốt và tạo cho cây trồng có sức chống chịu tốt và nó đem lại cái năng suất cao. Σε μια χώρα όπου χρησιμοποιούν πολλά χημικά προϊόντα, εδώ προτιμούν να ενισχύουν τη σοδιά με λίπασμα. Στον ίδιο χώρο συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές καλλιέργειες. Είναι αυτό που ονομάζουμε αη-καλλιέργεια. Το χώμα εμπλουτίζεται γιατί οι συνεργασίες φαίνεται να ωφελούν τα φυτά. Oui, c'est très bon. C'est un petit goût sucré. Goûte des épinards. Bébé épinard. Bébé épinard. Bébé épinard ou basilic, entre les deux. Un petit peu de basilic, ouais. C'est bon. C'est quoi les différentes variétés de plantes qui sont cultivées tout autour d'ici? Et puis surtout, comment elles peuvent s'aider les unes les autres à mieux pousser? Ở đồng rau hữu cơ là trồng nhiều loại rau ăn lá này, trồng rau gia vị và rau ăn quả, ăn củ. Thì nhiều các loại rau thì bởi vì ở trong thị trường là họ cần nhiều các loại rau. Nên là mình phải trồng nhiều loại rau, vừa luân canh cây trồng, vừa xen canh cây trồng để giúp cho cây trồng kháng lại được các loại sâu và các bệnh hại. Est-ce que c'est satisfaisant pour une agricultrice au Vietnam de travailler dans une exploitation bio? Chúng em rất, bà con nông dân ở đây là rất thích làm rau hữu cơ. Vì trước nhất là nó bảo vệ sức khỏe, tốt cho sức khỏe cho mình và sức khỏe cho cộng đồng và cho tất cả mọi người. Và những đồng rau mà vẫn làm nhiều thuốc bảo vệ thực vật thì dễ gây bệnh ung thư. Còn trong làm rau hữu cơ này thì nó không có bệnh, không gây được bệnh ung thư mà nó rất tốt cho sức khỏe cho tất cả mọi người dân và cho chính gia đình của mình. Τα φυτά, όπως όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν. Σήμερα το 70% όλου του πόσιμου νερού που είναι διαθέσιμο στον πλανήτη χρησιμοποιείται στη γεωργία. Όμως, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, φαίνεται όλο και πιο δύσκολο να ποτίζονται οι καλλιέργειες με καθαρό νερό που ήδη σπανίζει πολύ. Κάποιοι Βιετναμέζοι ποτίζουν τα χωράφια τους με χρησιμοποιημένο και μη ανακυκλωμένο νερό.
Αυτό όμως θέτει προβλήματα υγιεινής. Στις λίμνες της περιοχής, χιλιάδες ψάρια βρίσκονται μυστηριωδώς νεκρά. Η Εμιλή και η Μαρί Πιέρ πάνε να συναντήσουν έναν ερευνητή, πολιτικό μηχανικό από το Πανεπιστήμιο του Ανόη, που αναζητά λύσεις για να χρησιμοποιείται το χρησιμοποιημένο νερό χωρίς να κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων και οι καλλιεργίες τους. Bonjour Roy. Oh, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais des prélèvements dans la rivière? Alors, je prends l'échantillon pour contrôler la qualité des eaux. Ici, comme vous voyez là, en fait, ce sont des eaux usées directement. On a prendre ces eaux-là pour arroser dans les chambres juste côté là. Pour les légumes, on a mangé tous les jours. Hein. OK, mais des eaux usées, ça veut dire que tout ce qu'une famille peut rejeter dans l'eau, Oui, Ça se retrouve exactement. là. Vous voyez, ici, un peu loin, il y a des points de rejet de l'eau usée. Ouais, c'est là-bas. Ce sont des eaux usées domestiques et aussi des eaux usées qui viennent des industries. Il y a beaucoup d'entreprises autour de Hanoï et qui sont aussi rejetées directement dans ces rivières. mais les matières fécales, les polluants, puis toutes sortes d'autres trucs que je ne veux pas imaginer qui se retrouvent là-dedans, est-ce que ça peut poser un problème? Oui, en fait, ça pose beaucoup de problèmes pour la santé, par exemple, parce que quand il y a beaucoup de matières organiques, la qualité des eaux est diminuée et aussi l'oxygène dissous est diminué et les poissons ne peuvent pas survivre dans ces rivières-là. Mais si tes analyses révèlent qu'il y a trop de polluants ou trop de bactéries qui proviennent des matières fécales, est-ce qu'on peut faire quelque chose? En fait, ici, souterrain, on va contrôler le pH et aussi l'oxygène dissous et aussi des bactéries comme les E. coli ou le coliforme. Voilà. OK. On va mesurer le pH et aussi la teneur de l'oxygène dissous. Avec ça. Voilà, tu tombes un peu. Un petit peu? Ouais, voilà, tu vois ici le pH c'est 7. Ah. C'est le pH de l'eau. Ça va? Ouais, ouais. C'est normal. C'est normal. Ouais. Et après ça, peut-être on va poser des solutions pour le gouvernement. Ouais. Dans l'avenir, peut-être on va construire des stations d'épuration de plus autour de Hanoï pour traiter ces eaux usées. Mais en attendant de construire ces stations d'épuration, il n'y a pas des moyens de filtrer l'eau de façon un petit peu naturelle? En fait, depuis quelques années, on a construit des petits carrés avec des plantes qui se filtrent des eaux usées. Ouais. Si vous voulez, je vais vous montrer après ça. Ouais. Oui. On traverse une rue, hein? Ouais, doucement, doucement, ça va aller. Voilà. Hop, Ah, on par va là? descendre. Oui. Oui, par là, oui. Fais attention. Ça glisse un peu? Oui, sur les cuisses. Donne-moi ta main si Merci, tu veux. tiens, viens. Voilà. Fais une chaîne. Oui, Merci, oui. ça va? Ah, fais-le! Oui, tu peux voir. Ici, c'est le point de rejet. Ça vient des restos autour de la rivière et aussi le garage de réparation des motos. Oh oui, on le C'est un sent, peu fort, ça. oui. Ça sent des nettoyants. Ça sent mal, hein? Ouais. Et c'est ça les carrés? de Oui, filtration? exactement, oui. Il y a, ouais, c'est tout au long de la rivière, environ 6 km, on a mis des petits carrés comme ça. Chaque carré pour 100 mètres ou 200 mètres. Et comment ça marche du coup ces carrés de filtration? Alors, ces carrés avec des petits plants, tu peux voir là, ils se filtrent de l'eau. C'est-à-dire que les plantes qui prennent les matières organiques comme la nourriture pour ces plantes-là. C'est-à-dire c'est comme ça, l'eau se filtre. Est-ce qu'on peut constater la différence quand on analyse les eaux? Oui, mais en fait, on a prélevé les échantillons toutes les semaines pour contrôler la qualité. Et je pense que ça améliore un petit peu de la qualité de l'eau. Ça veut dire que dans un contexte où ça va être de plus en plus difficile d'accéder à l'eau potable, ça peut être une solution dans l'avenir? Oui, c'est vraiment c'est une bonne idée pour la solution. En fait, avec ces plants, c'est sans des produits chimiques et on n'a pas besoin de recycler beaucoup. Mais ça ne rendra jamais l'eau potable pour la boire, mais au moins pour arroser les Ouais, c'est ça. cultures Exactement. avec ouais. moins de contaminants et de... Et c'est coûteux ce genre de technique? Ça n'a pas l'air? Non, 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 ça vraiment non. Avec des petits carrés qui fabriquent en PVC
Des plantes, on peut se trouver partout dans les chambres au Vietnam. En plus, c'est joli. Ouais, c'est Ben, ça. plus joli qu'ici. Plus joli en que tout ça. cas. Ouais. Προς το παρόν, αυτοί οι πειραματισμοί για τον φυσικό καθαρισμό του χρησιμοποιημένου νερού βρίσκονται στην αρχή τους. Όμως, κατά τη γνώμη των επιστημόνων, υπόσχονται πολλά. Περιμένοντας, για να βρουν νερά πιο φιλικά και αισθητά λιγότερο μολυσμένα, η Μαρή Πιέρ και η Εμιλή ξεκινούν να πλεύσουν στον κόλπο του Λανχά, έναν κόλπο που στολίζουν βράχοι από ασβεστόλιθο και που ο μαζικός τουρισμός δεν έχει αγγίξει ακόμα. Η βόλτα τους με το καγιάκ τους άνοιξε την όρεξη. Δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τη λεμαργία τους με το πλούσιο σάντουιτς που έφεραν. OK. Un hot dog vietnamien. Je sais pas quelle sorte de viande Non, hein. il y a là-dedans. Du bœuf, du porc, de la Mais viande. C'est du bon viandu. Ouais, hein. Mais de toute façon, peu importe, hein, la viande, ça reste un des aliments les plus coûteux à produire en termes d'énergie. Il faut plusieurs kilos de végétaux pour produire un seul kilo de bœuf. Et puis ça, c'est sans compter les gaz à effet de serre qui sont produits par les élevages de masse. Mais un bon gros steak saignant, c'est tellement C'est bon. bon. C'est très bon. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des êtres humains sur cette planète, ils mangent de la viande, c'est des carnivores. Puis la demande, elle n'arrête pas d'augmenter. Les pays émergents sont de plus en plus demandeurs de viande. Et ça, c'est complètement incompatible avec les ressources limitées de notre planète. Ce sera encore plus incompatible demain, en 2050, avec 9 milliards d'êtres humains sur la planète. Donc, soit on devient végétarien, soit on mange de la viande cultivée en éprouvette. Ça existe bel et bien, de la viande in vitro. C'est le chercheur hollandais Mark Post qui a été le premier à cultiver, si on veut, un steak entièrement en laboratoire. Et puis pour faire ça, il a pris un petit morceau de viande, il a extrait les cellules souches, qui sont des cellules qui ont le potentiel de devenir n'importe quel type de cellules. Et puis en quelques semaines, elles se sont multipliées, elles sont devenues des cellules de muscles, donc de la viande. Mais il paraît que c'était vraiment dégueu. J'imagine. Parce que de la viande, c'est pas juste des cellules de muscles, contrairement à ce que je viens de dire. Il y a aussi du gras et puis surtout des sucres et des acides aminés qui, en se rencontrant à la chaleur, génèrent du bon délicieux. Et puis, on est loin de ça avec la viande in vitro. C'est ça. Mais en dehors du fait que ça ne doit pas être très goûtu, un steak de synthèse. Goûteux? Ben, goûtu. Goûtu? Vous dites goûteux? Goûteux? OK. Non, Non. mais goûtu, si tu veux. Alors, en dehors du fait que ça ne doit pas être très goûteux, un steak de synthèse, c'est pas du tout gratuit en énergie, contrairement à ce qu'on peut penser. Dans la vache, c'est l'animal qui se charge, en fait, de fournir l'énergie pour produire les tissus. En laboratoire, il faut quoi? Il faut de l'électricité, donc de l'énergie fossile. Et puis l'animal, c'est un milieu fermé, stérile, ce qui n'est pas du tout le cas du laboratoire. Donc pour mettre en place tous les processus de stérilisation, afin de pouvoir protéger les tissus des bactéries, il faut aussi énormément d'électricité, d'énergie fossile, et ça coûte beaucoup à l'environnement. Ouais. Mais malgré tout ça, il y a un avantage indéniable avec la viande in vitro, c'est qu'il n'y a pas d'animaux qui souffrent. Et puis ne serait-ce que pour ça, on peut espérer que la technologie va se développer dans les années à venir. Ça va sûrement être le cas. En attendant, on a notre hot dog vietnamien. Ouais. Οι Βιετναμέζοι έχουν προπολού βρει υποκατάστατο του παραδοσιακού κρέατος, είτε βοδινό, είτε πρόβιο ή ακόμα και σκυλίσιο. Και αυτό το υποκατάστατο που αριθμεί 1,3 εκατομμύρια είδη θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση για τη σύντηση ολόκληρου του πλανήτη. Hong, j'ai bien prononcé ton prénom? Oui. Donc, pour toi, une fricassée de sauterelle ou de scorpion, c'est un repas comme un autre? Celui-là, c'est un peu gros, donc je ne suis pas très habituée avec celui-là. Mais le sauterelle ou criquet, c'est quelque chose de normal parce que j'ai l'habitude de manger ça depuis que je suis petite. C'est croquant, et puis ça sent très bon quand vous frites. Quand on frite comme ça, c'est très bon. Mais on parle beaucoup des insectes comme une piste pour nourrir les êtres humains demain, quand on sera 9 milliards. Mais est-ce que pour une même quantité de calories, les insectes sont vraiment moins coûteux pour l'environnement à produire? Pour le cycle de vie ou cycle de croissance
depuis que les insectes est en larve jusqu'à la maturité, ça prend pas beaucoup de temps. Par exemple, pour le sauterelle, ça fait environ 1 mois maximum. Entre la larve et l'adulte. Oui. Alors que pour un bœuf, il faut plusieurs années. Oui, l'énergie, l'eau et alimente pour les insectes, c'est beaucoup moins que par rapport les bœufs. Mais d'un point de vue purement nutritionnel, est-ce que c'est intéressant de manger des insectes ou d'autres arthropodes comme le scorpion? Absolument oui, parce que les insectes sont très riches en protéines et c'est des protéines qui sont faciles à digérer par rapport à d'autres viandes rouges. Ensuite, les insectes sont riches aussi en calcium, potassium et comme le cycle de vie est court, donc il n'a pas le temps pour stocker de gras. Et je pense que c'est bien pour les gens qui n'aiment pas trop le gras. Οι σοβαρές δημοσιογράφοι πρέπει να δοκιμάσουν οι ίδιες. Ça y est. C'est ce qu'on mange. Je vais pas pouvoir manger ça, moi. Ça va pas être possible. Ce qu'il y a au centre, là, qui grouille. Ça bouge et ça a une tête noire. Oui, ça a une tête, c'est vivant, c'est gluant. Oh mon Dieu. OK, un petit grillon. Go. Un grillon. OK. On le fait ensemble, OK? 2, 3. Ça va. C'est salé. C'est un petit arrière-goût quand même. Je dirais pas que c'est super bon, mais... Bon. Maintenant, on essaye. Moi, je vais faire les œufs de fourmi, je pense que c'est mieux. En tout cas, ça ressemble un peu plus à ce qu'on mange d'habitude. Ouais. Nous, on mange des œufs de poisson. Ça Il y devrait aller. a certains endroits en Colombie, c'est peut-être pas cette espèce de fourmi-là, mais les œufs de fourmi Ata, c'est un plat qui est très, très, très recherché. C'est plus cher que le caviar. Allez. Ça, c'est pas mal. Non, c'est vrai, il y a des milliards de personnes qui en mangent. Va falloir s'y faire. Ça va être ça, la nourriture de demain, je pense. Peut-être. D'ailleurs, les Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation viennent de décréter officiellement qu'elle était pour l'élevage d'insectes, pouvoir nourrir 9 milliards de personnes en 2050. Oui, puis il y a plusieurs endroits du monde où ça se fait déjà, là, au Vietnam, puis à peu près partout Thaïlande, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Tu sais, il y a des milliards d'êtres humains qui en mangent régulièrement, puis ce dégoût-là qu'on a, il est purement culturel. Parce que nous, on mange des crevettes, on mange des... Oui, t'imagines un homard, là. Un homard, sérieusement. On n'est pas loin du grillon version géante. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, le grillon, il mange quoi? Il mange de l'herbe, Le homard, c'est un charognard. Ouais, Donc, il mange au la fond, viande, ouais. c'est plus dégueu de manger un homard que des grillons. Allez, dis-toi ça, on continue. Tu vas vraiment manger ça? Ben, je suis curieuse. Non, mais je serais pas obligée de le faire super vite, là. Oh mon Dieu, je la sens muer. OK, go. OK, je le fais. Oh, mon Dieu, on sent ses muscles pulser quand je la saisis. Oh, mon Dieu. OK, non, je pense que je peux le faire. C'est juste la façon dont elle pulse sur mes baguettes. C'est épouvantable. OK, mais là, attends, je veux pas manger sa face en premier. OK, 1, 2, 3. Tu trembles. Pour vrai, c'est bon. Sérieux. Ça goûte le coco, très, très, très épicé. Puis là, elle est morte. T'as mon admiration éternelle. Sérieusement, c'est bon. Je te le dis. Στο μέλλον, αν θέλουμε να τρέφεται ο πλανήτης, θα πρέπει να αλλάξουμε γούστα και να βρούμε άλλα μέσα επιβίωσης, διότι τα αποθέματα εξαντλούνται. On n'y peut rien. La Terre, elle contient des ressources limitées. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et puis, on n'est pas prêt d'aller coloniser une autre planète pour s'approvisionner, hein? Ok, non. Donc, il va falloir faire avec ce qu'on a.
va falloir faire avec ce qu'on a, puis on n'est pas très économe avec nos réserves. Si on tient compte de l'évolution du nombre d'êtres humains sur la planète, on dispose d'une certaine quantité de nourriture et d'énergie à pas dépasser. Oui, théoriquement. Et puis, chaque année, on épuise nos réserves avant la fin de l'année. Ouais. On empiète sur les réserves de l'année suivante. Hein. Il y a 3 ans, on avait tout épuisé au mois d'octobre. Cette année, en 2016, en août, il restait théoriquement plus rien. Ouais. Et puis là, ben, ça a l'air de vouloir continuer à reculer comme ça, donc ça va pas en s'améliorant. Non. Bon, mais par contre, point positif, il y a plein d'initiatives, on l'a vu, pour pouvoir parvenir à cet objectif de nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050. On peut par exemple sélectionner les espèces de riz les plus résistantes. On peut même aller fouiller au cœur de la cellule pour modifier les gènes et les rendre plus résistants à la sécheresse, à la salinité, tout ce que cause le changement climatique. On peut aussi exploiter les petites surfaces agricoles un peu mieux. On peut pratiquer l'agriculture biologique, respectueuse de l'environnement. On peut manger des insectes, des bonnes larves grouillantes. Ou peut-être un jour, de la viande in vitro, qui sait? Tu crois que ce sera suffisant, tout ça? Qu'on va y arriver? Peut-être pas. On est peut-être trop gourmand. On est trop gourmand pour l'instant. Mais on va s'améliorer. On va s'améliorer. Moi, j'y crois.